Est-ce qu'elle avait une utilité, cette audition d'Alexandre Benalla devant les sénateurs hier? Il ne pouvait pas, il ne voulait pas parler. À quoi a-t-elle servi, cette deuxième audition? Elle a été très, très longue. J'ai trouvé les sénateurs très incisifs, d'ailleurs, plutôt bons dans leurs questions. Essayant de bien faire la part des choses entre, évidemment, l'aspect judiciaire et l'aspect qui relevait de cette commission d'enquête. Et puis, M. Benalla, très, très fermé. Qu'a-t-elle apporté sur les éléments de langage de son avocat. Écoutez, ça a montré qu'il y avait quand même beaucoup de zones d'ombre encore dans cette affaire, dont on ne peut plus d'ailleurs. On en parle depuis déjà beaucoup trop longtemps. En réalité, tout ça est assez malsain, désagréable. Donc je pense que c'était utile de rencontrer à nouveau M. Benalla, compte tenu des faits nouveaux. On n'a pas appris grand-chose, mais on a appris qu'il ne voulait rien dire. En réalité, je pense que ce que la justice fera, parce que ça ne doit pas être très compliqué, honnêtement, la justice fera la lumière entre des propos contradictoires entre le directeur de cabinet du président de la République et M. Benalla. Je pense que l'opinion publique en a un peu assez, qu'il y a sûrement beaucoup de dysfonctionnements à l'Élysée. C'est l'objectif d'ailleurs de bien comprendre le dysfonctionnement institutionnel dans cette commission d'enquête. Et pour les comprendre, c'est aller en trouver des solutions. J'imagine que l'Élysée, ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce que l'Élysée a fait depuis. L'audition révèle déjà des failles dans la sécurité du président de la République. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de tout ça. Enfin, visiblement, il y a d'énormes failles. Ou alors, ce n'est pas des failles et c'est voulu, mais ça, c'est un autre sujet. La justice est saisie, elle dira exactement les choses, puisqu'elle a accès à tout. Et je pense que la commission d'enquête, je pense que vous pouvez toujours vouloir desserrer des contraintes. C'est toujours possible. Il y a des contraintes et des procédures. Vous pouvez aussi vouloir vous affranchir des procédures. Mais je pense que ça met en avant aussi les commissions d'enquête. En dehors de M. Benalla, ça met en avant les commissions d'enquête et je pense qu'on doit réfléchir à nouveau à ces commissions. Je pense que le Sénat va aussi loin qu'il peut et avec pas mal de talent. Je salue réellement les sénateurs de toute tendance politique d'ailleurs, de Philippe Bas et tous les autres. Donc il faut bien regarder jusqu'où on peut aller. Éric Woerth, hier dans l'actualité, on avait aussi un président de la République qui recevait en grande pompe à Versailles 150 grands patrons. Il y avait le patron de Coca-Cola, de Google. C'était le moment. C'est le moment de parler d'attractivité. C'était le moment. Le 21 janvier, on coupait la tête d'un roi. Et donc c'était assez étonnant d'être à Versailles ce même jour. Mais au-delà je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais enfin, au-delà de ce rapprochement osé, oui, je crois que c'est utile. J'en sais rien, c'est plus par trait d'humour. Mais je pense que c'est utile, oui. Moi, je suis très favorable à ce que tous les élus, mais aussi les entreprises françaises, participent à un mouvement d'attractivité du territoire. C'est pas la première fois, des colloques, des séminaires. Tous les présidents ont cherché à rendre évidemment le pays attractif. Il y a eu beaucoup d'initiatives de la part de beaucoup de présidents de la République. Celle-là en est une autre, et c'est tant mieux. On voit simplement un effet gilet jaune, si je peux dire ainsi. Vous êtes président de la Commission des Finances. Combien elle a coûté cette crise à la France ? J'en sais rien. Enfin, pour l'instant, elle a coûté 10 milliards d'euros d'abord en argent public, puisque cet argent a été financé essentiellement par de la dette, et puis elle va coûter en croissance, 0,2, 0,3 points de croissance, on verra, l'INSEE le dira à un moment donné, mais elle va coûter cher, et tout le monde peut le remarquer. Mais l'attractivité du pays, elle s'en trouve réduite aujourd'hui. Moi, j'ai vu physiquement, vu et discuté avec des personnes qui avaient l'intention d'investir en France, des boîtes importantes sur le plan financier, qui hésitaient à partir de Londres, compte tenu de ce qui se passe d'ailleurs tout à fait terrifiant en Grande-Bretagne, et pensaient venir installer des activités à Paris, et qui, devant cette extraordinaire incertitude que ça provoque, en disant c'est la France comme avant, en réalité. Et puis peut-être que la fin du débat fera en sorte qu'on ira encore plus loin dans ce sentiment-là, parce qu'on reviendra sur des mesures, ou pas, je n'en sais rien, qui sont des mesures mal perçues par l'opinion publique aujourd'hui. Donc l'envie, c'est d'aller ailleurs qu'en France, parce qu'il y a trop d'incertitudes, trop d'allées et venues, trop d'allers-retours. Est-ce que votre parti, les Républicains, va lui-même organiser son propre débat auprès de vos militants? Quelle vocation cela a-t-il à nourrir ce grand débat national, ou c'est une consultation en parallèle? Qu'est-ce que vous allez faire des conclusions qui seront récoltées? J'en sais rien, j'ai découvert ça aussi dans la presse, donc il y aura un débat. Non, pas du tout. Donc s'il y a un débat au sein des Républicains, on demandera à Laurent Wauquiez pourquoi.
pourquoi on le reçoit jeudi. Je l'ai appelé moi-même. Moi, je pense que c'est très important que les partis discutent aussi, alors entre eux, mais ce n'est pas tenu par la date du débat. Je pense qu'il faut le faire beaucoup plus, beaucoup mieux, et avec tout le monde, avec absolument tout le monde. C'est pas toujours le cas. Et puis participer, que nos militants, parce que c'est des hommes et des femmes engagés et qui ont des idées, participent dans les débats communaux, intercommunaux, enfin tous les débats publics qui pourront avoir lieu. Mais enfin, le président de la République a retrouvé l'adresse des mairies. Et c'est tant mieux. Il a ignoré les mairies, il retrouve cette adresse, tant mieux. Si c'était une faute, il faut qu'il retrouve aussi l'adresse de tous les corps intermédiaires et qu'il retrouve aussi l'adresse de l'Assemblée nationale. 126 rue de l'Université. Parce que si on ne trouve pas l'adresse de l'Assemblée nationale, c'est quand même là où se situe le débat politique. Et c'est l'élection qui est en réalité le sommet de la démocratie. Éric Woerth, parlons maintenant des Républicains. Vous êtes en train de choisir une tête de liste qui sera très vraisemblablement François-Xavier Bellamy, un jeune philosophe versaillais, qui est pris dans une polémique sur ses positions très anti-IVG. Bon, votre avis, est-ce que c'est la bonne tête de liste? Est-ce que ça ne va pas diviser son profil? Je pense qu'il y avait beaucoup de têtes de liste possibles. Monsieur Bellamy, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un de talent, mais il y a beaucoup de gens qui ont du talent aussi, Dieu merci, en France. Moi, je dis simplement, attention à ne pas transformer les Républicains en un petit parti conservateur. Attention, il faut retrouver l'état d'esprit de l'UMP. Quand on a créé l'UMP, tout n'était pas merveilleux, mais il y avait cette volonté de représenter l'ensemble de la droite. Alors je sais bien qu'on peut me dire aujourd'hui c'est difficile, je crois que c'est au contraire extrêmement possible de le faire. Il y avait de la droite centriste, de la droite libérale, jusqu'à une forme de droite traditionnelle, et puis une muraille de Chine avec l'extrême droite. Et cet état d'esprit, il a été au fur et à mesure du temps perdu, fracassé par la primaire, et puis après refracassé parce qu'il s'est passé l'élection présidentielle. Mais tout ça, c'était il y a longtemps maintenant. Et donc on doit pouvoir aujourd'hui mieux jouer l'unité du parti. Pas le cas. Pour que la candidature de M. Bellamy ait un sens, il faut évidemment regarder l'ensemble de la liste. Et j'espère que cette liste, elle représentera, dans les 4 premiers, par exemple, elle représentera l'ensemble des courants de pensée qui aujourd'hui constituent encore les Républicains. Moi, je crois à un parti ouvert. Il y a beaucoup de déçus de M. Macron. Aucun de ces déçus aujourd'hui ne revient vers les Républicains. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité absolue. Moi, je suis très attaché aux Républicains, très attaché à mon parti, très attaché à ce qu'il représente l'ensemble des facettes de la droite républicaine. Donc il faut faire très attention à ne pas le rabougrir. Il y a des déçus, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, chez les Républicains? Moi, je ne dis pas ça et je ne veux pas personnaliser les choses. Laurent fait son travail, il est président des Républicains, il est légitime. Mais on peut contester des stratégies. Je pense que la stratégie politique des Républicains, c'est au fond l'ouverture au monde et l'ouverture politique dans le champ de la droite républicaine. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord chez les Républicains sur cette ouverture? J'espère que si, il faudrait trouver des lieux pour débattre, et les Républicains ont aussi besoin de débattre entre eux. Qu'est-ce que vous ferez d'ailleurs si, au moment où sera connue la liste, les 4 premiers dont vous parlez ne reflètent pas la diversité des courants? J'imagine que ce sera le cas. Je pense que l'élection européenne pourrait être un merveilleux moment d'unité du parti, justement parce que c'est une liste et qu'on peut trouver plusieurs candidats qui peuvent refléter cela. Donc allons à fond. Il ne faut pas avoir peur de ces élections européennes. Et on doit avoir une ambition sur ces élections européennes. Je ne comprends pas l'ambition d'un parti comme les Républicains, si longtemps après la primaire et l'élection présidentielle, c'est au fond d'être en tête de l'élection européenne. Alors je sais bien, je vois les sondages, ils ne sont pas très bons. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de candidat ou pas vraiment de candidat. On verra si ce candidat est capable de réunir, si ce candidat est capable de nous représenter tous. Ce sera à lui de le faire, au fond. Je veux dire, s'il veut y aller, alors il faut qu'il soit à la hauteur. Ouais. Et derrière, il faut évidemment que notre parti affiche son ambition au travers d'un projet pro-européen, radicalement pro-européen. Il n'y a pas de possibilité pour la France de s'en sortir si elle n'est pas européenne. Et il y a une place à prendre en Europe pour le leadership de l'Europe aujourd'hui. Et en même temps, évidemment, se garder de toutes les erreurs et de toutes les fautes qu'a commises l'Europe jusqu'à présent.